Bon, on y va, c'est parti. Alors, je suis avec Cédric. Vous avez vu un petit peu le décor aujourd'hui. On est en séminaire d'équipe avec l'équipe de Twiza et on est vraiment dans une maison assez incroyable avec des belles pièces qui se fondent et se confondent, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y en a en haut, il y en a à gauche, à droite et partout une belle décoration, comme vous pouvez la voir derrière moi. Donc, voilà. Et à Tu me fais côté, une petite place? on a Ah, Cédric. merci. Alors, bonjour à toutes, à tous. Ça fait plaisir de voir toutes ces binettes, des visages qu'on connaît aussi, qu'on reconnaît. Je voulais juste m'incruster 5 minutes pour essayer de repositionner un petit peu ce qui se passe. On peut faire à la main levée là, qui est informé que Twiza se met à produire ses propres formations aujourd'hui. Parce que je suis pas sûr que l'information soit passée. Est-ce qu'on vous a assez embêté avec nos mails? Donc il y a des gens qui ne le savaient pas encore, peut-être. Ah si, il y en a même qui lèvent les deux mains. Ça veut dire oui, ça commence à suffire vos mails. Bon, je suis d'accord. Je voulais quand même repositionner ça parce qu'on fait pas ça n'importe comment. On fait vraiment des objets. Enfin, on a vraiment créé des formules de formation très particulières où on a mis à cœur de faire plus une formation, d'en faire un moment qui est un vrai accélérateur du projet, c'est-à-dire que les stagiaires arrivent avec leur projet et ok, bah, ça nécessite, enfin une expérience pareille, ça nécessite d'y consacrer un peu d'argent, d'y consacrer du temps. Et on a eu à cœur que cet investissement, il soit aussi au service bah, de l'avancement du projet. Et donc très concrètement, on a un accompagnement en ingénierie pédagogique de nos formateurs dans lesquels on s'assure qu'il y a des moments pour faire avancer les projets, qu'on se base sur le projet personnel de chacun des stagiaires pour adapter le contenu pédagogique. C'est vraiment absolument central et c'est très 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 différenciant. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de le répéter, de le répéter, de le répéter. Et on espère que ça va faire sa preuve parce que nous on y croit dur comme fer. Donc ça nous a aussi ouvert plein de bénéfices collatéraux, comme celui d'avoir à portée de main encore plus de sachants, dont Johan et Lucie qui sont là ce soir pour répondre à quelques questions sur le sujet de la maçonnerie du bâti ancien. Je suis pas très étonné par le succès en termes d'inscription parce que voilà, on s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de monde qui ait ce genre de questions. Donc la prochaine étape, c'est quoi? C'était juste les questions, on attaque Dans direct? l'ordre, oui, on va commencer un petit peu par les présentations d'abord des intervenants et des deux formateurs qui vont proposer leurs deux premières Hop, formations en je laisse maçonnerie. le cadre. Ok, Hop. très bien. Merci Cédric. On peut Moi, applaudir Cédric, s'il vous ouais, plaît. non, je vais prendre l'apéro. Au revoir. Non, c'est pas vrai, hein, je reste là. Bon, alors, très bien, très bien. Donc, aujourd'hui, on verra ensemble comment éviter les erreurs les plus fréquentes quand on restaure un mur ancien, à quoi il faut faire attention, qu'est-ce qu'il faut regarder, dans quel ordre un petit peu procéder, parce que des fois aussi, en termes de séquençage des actions, ça peut être important quand même de faire les choses dans le bon ordre, c'est même très important. Et puis, savoir si vous vous sentez capable de vous lancer vous-même en maçonnerie, parce que souvent la problématique, c'est celle-là, c'est qu'on peut avoir des bases, mais les vidéos YouTube, les tutoriels à gauche, à droite, ou bien les amis qui viennent nous montrer, c'est pas toujours le plus simple et le plus évident pour avoir vraiment cette sensation d'être d'être capable d'y aller. Et je crois qu'avec les formations de Twiza, c'est aussi ça qu'on a envie de diffuser. C'est vraiment cette confiance, le fait de savoir que vous êtes en capacité, vous-même, par vos propres moyens, de faire les bons choix et puis de réaliser votre projet. Parce que, comme l'a dit Cédric à l'instant, l'essentiel pour nous, et c'est là où vraiment, vraiment, c'est super challengeant et c'est un projet qui, pour moi, se démarque de beaucoup d'autres projets, c'est d'arriver à réussir votre projet personnel et d'arriver à vous faire arriver au bout de ce que vous souhaitez. Donc, on va passer par les présentations. Comme je l'ai dit, on va commencer par Lucie, si tu veux bien, Lucie. Euh, tac, à mettre, voilà, enlever le micro. Comment vas-tu aujourd'hui, Lucie? Oui, ben, je vais très bien, merci. Cool. Eh ben, Euh, merci d'être là, pardon, excuse-moi, je le dis parce que c'est vrai que tu es, super occupé. Il y a 20 000 choses, 20 000 projets, 20 000 tu participes à beaucoup, beaucoup de choses et voilà, je suis très content que tu aies pris le temps et de nous plein de rejoindre ce soir. chantiers, ouais. Ouais. Et du coup, écoute, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Alors, donc moi, c'est Lucie, j'étais conductrice de travaux et je suis arrivée dans la maçonnerie pierre en 2015, suite à des chantiers participatifs d'ailleurs.
J'ai eu la chance de rencontrer un maçon retraité sur mon deuxième chantier, avec qui je me suis très bien entendue et qui m'a appris à écouter les pierres, qui m'a appris à lire sur un bâti son histoire et qui m'a passionnée pour le bâti ancien. Donc, faut savoir, c'est des savoir-faire, en tout cas pour lui, qui se transmettaient de père en fils. Voilà, donc c'est-à-dire que d'une génération sur l'autre, ils connaissaient leurs matériaux, ils connaissaient leur région, ils savaient quelle chose fonctionnait avec quelle chose. Et pour moi, bon, il y a le patrimoine bâti, mais il y a aussi le patrimoine savoir-faire, et c'est une richesse que j'ai pas envie de perdre. Aujourd'hui, ce monsieur n'est plus là, et j'ai envie de transmettre la passion qu'il m'a donnée. Voilà. Ok, ok, génial. Et est-ce que la formation du coup que tu vas présenter, est-ce que tu peux la décrire? Qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce que tu as envie d'apporter à travers cette formation? Alors, on apprend en fait à lire le bâti. C'est-à-dire que suivant comment est fait un bâti, on peut apprendre qui l'a bâti, de quelle manière, avec quel matériau va avec quel matériau. S'il y a des désordres, est-ce que c'est dû à la pierre? Est-ce que c'est dû à l'humidité? Qu'est-ce qu'il y a comme dysfonctionnement? Qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? Je pense que la meilleure manière, en fait, d'apprendre comment marche un bâti, en fait, c'est d'apprendre aussi à maçonner, d'apprendre comment fonctionne la maçonnerie pierre. Donc les différentes maçonneries, qui les maçonnait, de quelle manière, euh, voilà, enfin l'histoire du bâti ancien. Ok. Euh, Apprendre à regarder les désordres, mais aussi apprendre comment fonctionne le bâti, pour pouvoir y adapter en fait les matériaux qui vont dessus, qui vont avec, quoi, qui vont ensemble, tout simplement. Voilà. Eh ben, on reviendra sur les différents types de maçonnerie, sûrement un peu plus tard dans le live. Et maintenant, je voudrais donc appeler Johan pour qu'il puisse se présenter aussi et puis nous parler un peu de son parcours et nous dire qui il est. Alors, Bonjour. Donc, attends. Oui, bonjour, je m'appelle Johan. Moi, je suis passionné par le bâti ancien, par des réalisations que j'ai fait personnellement, mais également sur des chantiers. Euh, le patrimoine, le bâti, il était fait avec ce qu'on avait sous les pieds. Donc, il est excessivement varié. Et après, je suis d'accord avec Lucie qu'il faut comprendre comment le bâtiment, comment il a été monté. Faut savoir qu'il a été monté pour un usage avec des habitants aussi, qu'il a traversé le temps, qu'il a, qu'il a mué, les usages ont peut-être changé, les habitants aussi, c'est évident. Voilà, et comprendre ce bâtiment et comprendre aussi l'usage qu'on veut en faire aujourd'hui et qui l'habite, parce que c'est ça qui va dépendre, enfin, les travaux vont dépendre de ça, des urgences, des pathologies qu'on va trouver dans le bâtiment, mais voilà, suivant l'usage qu'on va en faire, on va les traiter différemment. Et toujours avec le respect, par contre, le respect de garder alors d'améliorer le bâtiment, de le restaurer ou de le réhabiliter, suivant le cas, mais pas le dénaturer surtout, et pas lui apporter des matériaux qui peuvent le contrarier dans son fonctionnement. Donc là, je pense on reviendra aussi là-dessus, entre la nuance entre le bâti ancien et le bâti moderne ou traditionnel. Voilà. mm, exactement, parce qu'il y a souvent plusieurs manières de traiter, mais elles sont rarement toutes bonnes, ces manières de traiter le bâti ancien. Et puis, on a des réflexes aujourd'hui. Bon, dans la communauté Twiza, j'ai aucun doute que vous êtes quand même bien conscient et bien averti des problématiques et puis des enjeux qui peuvent se trouver derrière des mauvais choix techniques ou des choix voilà, au tout ciment et tout ça. Mais voilà, faut arriver à les faire en toute connaissance de cause. Et toi, ta formation, Johan, peut-être pour parler de ta formation, tu peux peut-être nous parler un petit peu du lieu.
où est-ce que ça va se passer, et puis comment est-ce que tu approches cette formation? C'est un, c'est un ancien monastère, a priori, qui a été réutilisé, qui a été divisé en parcelles, qui se trouve entouré par une rivière, une sorte de presqu'île. Donc, c'est en race campagne, donc c'est vraiment c'est dans le pays de Brest, donc très vallonné, en bord de rivière, dans un écrin de verdure et de nature, beaucoup d'animaux sauvages, c'est assez sympa. Euh, c'est un bâtiment qui, alors, le pays de Bray, on est dans l'argile, hein. On est dans un pays d'argile. Très localement, je suis à côté de Dampierre-en-Bray, donc il y a des carrières, il y a de la pierre, donc c'est un bâti qui est également en pierre. Mais la terre est omniprésente, la terre est dans la maçonnerie, c'est des pierres qui sont maçonnées à la terre, ou rodées à la terre, avec voilà, des planchers en terre. Euh, et donc, il y a plusieurs bâtiments qui avaient pareil, différents usages. Le but ici, c'est pas d'en faire c'est d'en faire un lieu de transmission et d'échange, voilà, autour du bâti ancien, et on amène par défaut en fait les écomatériaux voilà, on parle de matériaux naturels, euh, mais j'essaye aussi de vraiment favoriser du circuit court. Donc, même dans les matériaux aujourd'hui isolants, voilà, je travaille avec des agriculteurs qui produisent du chanvre localement. Donc, voilà, des scieries locales, voilà, de l'argile locale, hein. Ok. Voilà un petit peu pour le lieu. Après, au niveau de la formation, voilà, on va axer sur la maçonnerie. Après, ça va dépendre aussi beaucoup des participants et de leurs besoins. Voilà, parce que c'est quand même aussi, voilà, le but d'une formation, quelle qu'elle soit, on est obligé de faire des programmes de formation, on est obligé d'avoir des descriptifs. OK, après on s'adapte. Voilà, après ça va être voilà, la maçonnerie courante, les erreurs à ne pas faire. J'ai des ouvertures, on va essayer de travailler un petit peu sur les linteaux, la question d'étayage, euh, voilà, les réparations, les fissures. Et il y aura pas mal d'exemples. Il y a pas mal de bâtiments sur le lieu. Donc, il y a pas mal de pathologies et voilà, on parlera de tout ça, Ouais. quoi. Bah, c'est justement là-dessus que je voulais t'amener, c'est que le lieu, du coup, il présente beaucoup d'opportunités de mise en œuvre différentes, que ce soit pour justement de l'observation, de la compréhension du bâti, ou bien pour de la mise en œuvre des maçonneries diverses, et que ben ça s'adapte, ou ça peut s'adapter très bien à un peu tous les cas de figure et tous les besoins qui peuvent se présenter, en sachant que voilà, il y a un programme qu'on a présenté qui est en partie sur la page d'inscription que je partagerai tout à l'heure. Et puis à côté de ça, toutes les personnes qui auront envie de rejoindre, bah, pourront. Il y aura un questionnaire qui sera partagé en amont où vous pourrez dire exactement bah, quel est votre projet, où est-ce que vous avez envie de l'amener, de quoi vous avez besoin pour le faire, et on fera au mieux pour répondre à tout ça. Et maintenant, si vous voulez, vous pouvez laisser vos deux micros branchés parce que ce serait sympa qu'on ait un petit peu en mode conversation tous les deux. Je sais pas si vous vous connaissiez avant ce soir. Et Johan, non. non? Non, non, non. Ok, et ben voilà, comme ça, ce sera cette présentation aussi de fait. Et toi, Lucie, pour ce qui est du lieu, où va se passer la formation? Alors, la formation, elle se passe dans une ferme sur laquelle il y a un four à pain qui présentait beaucoup de pathologies. Donc, je trouvais ça très intéressant en fait de voir pourquoi on a des pierres qui tombent, pourquoi on a des fissures, voilà, dans quel sens en fait part le bâtiment. Comment on va gérer un jambage qui s'est écroulé et un linteau qu'on veut garder. Voilà, donc c'est ça que je vais chercher pour cette formation, c'est d'avoir vraiment des exemples concrets. Après, bien sûr, plus suivant euh, donc les personnes qui participeront à la formation, en fait, plus on a d'expériences différentes, plus on peut échanger, plus c'est intéressant en fait de chacun montrer en fait quel désordre on peut avoir sur différents bâtis. Voilà, et d'arriver à comprendre pourquoi ça arrivait, comment on observe ce bâti et comment on peut y remédier. Ok. Voilà. Bah, tu sais que tu as prononcé le mot fissure. Alors, dans les questions qui sont arrivées, de la,
de cette présentation. Il y a eu beaucoup de questions sur les fissures et parce qu'effectivement, certaines inquiètent à juste titre, d'autres sont peut-être Oui. plus durables ou on va dire appellent moins d'urgence. Toi, en termes au niveau des fissures, les causes, les gravités, les petites ou les grandes réparations qu'il faut faire, comment est-ce que tu abordes tout ça? Et ben, alors, c'est ce qui est intéressant, en fait, la fissure en elle-même, si on répare la fissure sans regarder ce qu'il y a autour, si elle continue de bouger, on ne règle pas le souci. Voilà, donc ce qui est important de voir en premier lieu, c'est si la fissure continue de s'agrandir ou pas. Donc la plupart enfin, la plus facile pardon, de le vérifier, c'est de mettre du mortier et de voir si le mortier se décolle. S'il se décolle, ça veut dire que la fissure continue de s'écarter. Voilà. Ensuite, on va regarder, on va observer le bâti, savoir qu'est-ce qui a bougé en fait pour que cette fissure apparaisse. Qu'est-ce qu'il y a en fait au niveau de l'environnement du bâti? Est-ce que le sol a été modifié? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été mis en enterré à proximité du bâti? Est-ce que le toit a été modifié est-ce que la poussée du toit a été modifiée qui modifie le bâti? Est-ce que qui a maçonné en fait le mur et de quelle manière? Est-ce que les croisements des pierres ont vraiment bien été faits ou est-ce qu'on a vraiment des murs qui sont complètement séparés l'un de l'autre et qui du coup vivent différemment? Euh, dans quel état est le mur aussi? Est-ce qu'il est droit? Est-ce qu'il va pencher? Voilà, est-ce qu'il est prêt à s'écrouler? Voilà, c'est toutes ces choses en fait qu'on va regarder autour pour savoir d'où vient la fissure. Voilà. Ouais. Donc, Il y a beaucoup de signes et il y a beaucoup de raisons, c'est vrai, qui peuvent faire apparaître des fissures. Et typiquement, où est-ce qu'on les retrouve le plus souvent? Où est-ce que tu les vois le plus souvent? Et quand est-ce qu'il y a des fissures que tu vois et tu te dis, bon, ben ça va, là, il n'y a pas il n'y a pas forcément tout de suite un gros enjeu. Et quand est-ce qu'il faut commencer à se poser des questions sérieuses? ça dépend de la taille de la fissure, parce qu'il y a des fissures qui peuvent apparaître tout simplement parce qu'on a mis, par exemple, un matériau qui était trop rigide par rapport à un bâti en pierre qui, lui, peut être vivant. Donc, les micro-fissures qu'on va voir enfin, les fissures tout court, qu'on va avoir, par exemple, sur des enduits ciment, c'est peut-être aussi que ce matériau est trop rigide pour être mis sur un mur en pierre. Donc, ça, c'est un exemple. Ça ne veut pas dire que ça va fragiliser la structure du bâti. Ça veut juste dire que c'est pas le bon matériau qui est mis en habillage du mur. Les fissures qui vont être plus importantes, alors ouais, il y a plusieurs. Euh, on va, ce qu'on voit régulièrement, c'est par exemple une charpente qui est modifiée. C'est-à-dire que si vous avez un triangle au niveau de la charpente, vous avez quelque chose qui ne bougera pas. Si on coupe une partie du triangle en bas, vous avez la toiture qui risque de pousser sur ce qu'on appelle les murs gouttereaux. Et donc les murs pouvant s'écarter peuvent créer des fissures de part et d'autre. Donc ça, c'est une des raisons, mais il peut y en avoir plein d'autres. Il peut y avoir aussi quelque chose qui a été creusé au niveau des fondations et euh, qui a déstabilisé en fait la zone sur laquelle la zone de compression sur laquelle s'appuient les fondations qu'on appelle le bulbe de compression. Voilà, donc ça peut être une cause pour en pied déstabiliser le mur et bien sûr au bout d'un moment commencer à créer une fissure. Voilà. Ouais. Ça peut être aussi deux bâtis qui du coup n'ont pas les croisements nécessaires maçonnés, qui vivent différemment et il y en a un qui bouge d'un côté, l'autre de l'autre et bien sûr on a une fissure qui apparaît. Donc c'est à nous de voir en fait, d'observer d'où ça peut venir. Ça peut être aussi une arrivée d'eau qui met le bazar aussi dans le mortier. D'observer en fait de quelle manière est bâti le bâtiment en pierre. Est-ce qu'on a les bons croisements? Est-ce qu'on a les bonnes pentes? Est-ce que voilà, il y a plein de est-ce que Bien et, sûr. euh, et voilà et de voir Connaître de l'historique vérifier si aussi, hein. Comme tu dis, l'historique du bâtiment, c'est toujours très intéressant ouais. de savoir les travaux qui ont été faits avant ou voilà, de pouvoir les identifier. Toi, Johan, je te voyais sourire tout à l'heure.
parce que je sais que nous ici, il y a beaucoup de pisé en Isère et puis que les fissures, c'est vraiment, il y en a vraiment souvent sur le pisé. En tout cas, ça arrive et ça inquiète souvent plus que ça devrait. Toi, de ton expérience, comment est-ce que tu approches le cas des fissures? Je dirais qu'il faut demander à un bureau de contrôle qui vous dirait qu'il n'y a pas de fondation béton, donc ça ne tient pas. Il faut mettre le bâtiment par terre, c'est plus simple, c'est tout. Non, je plaisante évidemment. Non, mais Lucie l'a dit, en fait, euh, je pense qu'il faut, évidemment, on regarde la maçonnerie, évidemment, on peut mettre un témoin pour voir si ça bouge. Mais en fait, il faut avoir une lecture et un diagnostic global du bâti. C'est pas que le mur. Et effectivement, après, ça dépend aussi de la richesse, parce qu'en fait, dans un bâtiment, on voit la richesse de la construction. Voilà, on a des bâtiments pauvres qui traversent le temps, mais qui sont peut-être euh, moins bien maçonnés, parce que voilà, on est sur l'économie, donc ils peuvent plus bouger. Donc en fait, dans un bâtiment, on voit la richesse de construction, et ça nous indique beaucoup. Euh, Après, souvent, on a des. Alors, voilà, je crois que Lucie a décrit pas mal de choses. On peut avoir des poussées, des toitures qui sont modifiées, même si on a souvent ça. Euh, ou des gens Vous avez un côté de toiture en tuile plate, de l'autre côté en ardoise. Vous déséquilibrez complètement la masse. Et voilà, ça peut avoir des actions, le ruissellement d'eau, toutes les modifications qui ont été apportées au bâtiment. Après, il faut savoir que le bâti ancien, il est souple. Enfin, une maçonnerie, elle est souple, donc elle vit, elle bouge, elle est remplie d'eau. Alors voilà, ça, c'est aussi quelque chose qui est complètement différent du bâti moderne. C'est que le bâti ancien, il était créé avec son environnement, avec les matériaux de son environnement. Il était ouvert et respirant. Le bâti moderne, on fait une boîte close, complètement fermée, qui est rigide et qui est coupée de son environnement. Donc déjà, il faut bien comprendre ça. Et qu'il y a des matériaux qui sont très bien, comme le ciment, c'est un très bon matériau, mais qui n'est pas du tout adapté à ces bâtiments. Donc ça, moi, je pense que effectivement tout le monde ici en a plus ou moins conscience. Mais enfin, beaucoup de problèmes viennent de là. Et, euh, et après, oui, moi, je peux en rajouter sur une déco, c'est souvent au niveau des ouvertures. Des passages de fenêtres, voilà, au niveau des linteaux qui ne sont pas assez dimensionnés ou qui ont bougé. C'est là-dessus qu'on trouve le fissure. Après, la difficulté, si c'est une difficulté, c'est de savoir jusqu'où c'est tolérable, jusqu'où c'est Mm. grave, qu'un mur ait du fruit, ah oui, c'est acceptable, mais jusqu'où c'est acceptable, bon, ben voilà, c'est là il faut avoir un peu de bon sens pour se dire ça va tenir ou faut faire quelque chose, il faut intervenir. Voilà. Et oui, apprendre à observer, bien regarder aussi ben, les constructions qu'il y a autour. Et c'est vrai qu'en observant, qu'en cultivant un petit peu ce regard, on arrive à déterminer certaines choses. Et, et tu parlais du ciment tout à l'heure, on y reviendra parce que ça fait aussi partie des questions qui ont été posées beaucoup. Peut-être un petit point technique qui peut être utile pour le plus grand nombre de personnes. Tu mentionnais le fait de faire un témoin sur une fissure. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un témoin et comment est-ce que tu appliques un petit témoin pour, pour justement vérifier Le témoin, comme l'a dit Lucie, c'est un mortier. En général, c'est du plâtre. Parce que voilà, le plâtre, c'est facile enfin, voilà, facile à mettre. On met un petit morceau de plâtre et il va forcément, ça sèche très vite. Et puis si ça casse, c'est que ça continue de bouger, quoi. Et on peut voir l'écartement enfin, c'est assez facile à, à regarder. Après, voilà, avant de réparer, de reboucher une fissure, il faut déjà savoir d'où ça vient, pourquoi ça a bougé. Moi, chez moi, j'ai un bâtiment où j'ai des fissures sur des murs de refend qui on passe le bras, hein. On n'est pas sur la micro-fissure. Il y a 10 centimètres de vraiment tout à bouger. Il y a des solutions techniques aussi. On va parler des tirants, de la ferraille qui peuvent aider à bloquer les choses, bloquer les murs. Voilà pour ma réponse sur le témoin. Souvent, c'est du voilà. plâtre qui est utilisé, c'est le plus facile. Exact, un petit plot de plâtre et puis vous verrez bien le plâtre quand vous le posez, ben, il sera en place et puis si la fissure s'étend, eh ben, il va finir par fissurer lui-même et comme ça vous avez De n'importe quel matériau. D'ailleurs, du moment que ce soit quelque chose qui sèche, en fait, on voit si la fissure continue et que ça se décolle. Hmm.
Oui. Voilà, donc le témoin. Et ben, écoute, Lucie, pour ce qui est des autres sujets de prédilection ou d'inquiétude, souvent il y a l'humidité. Et toi, dans la Oui. formation que tu proposes, c'est aussi quelque chose que que tu as envie de vraiment souligner, de vraiment apporter toutes les clés possibles. Qu'est-ce que, pour des personnes qui n'ont pas forcément la possibilité de faire un drain sur Mhm. sur un bâtiment, qui voient des taches d'humidité ou du marnage sur les murs, comment est-ce que qu'est-ce que tu conseilles de faire et voilà, qu'est-ce que tu conseilles de faire, même si je sais que la question est difficile. Pour ça, je ne veux pas te la poser Oui. comme ça parce qu'il y a tellement de réponses, mais je te laisse la parole. Voilà, parce que c'est un cas par cas. En fait, chaque bâtiment est différent. Et c'est d'ailleurs ça qui est passionnant, en fait. C'est que chaque bâti a des environnements différents. Euh, pour beaucoup de bâtis anciens, en fait, ils étaient bâtis sur de la roche. Donc, de la roche avec potentiellement des fissures et des failles et des entrées d'eau. Euh, c'est une approche générale, en fait, c'est observer la globalité du bâti. Donc, si on peut pas faire de drain, peut-être que au lieu d'avoir une pente qui arrive directement vers le bâti, on peut essayer de faire une petite rigole à la pioche qui inverse la pente pour faire en sorte de rediriger l'eau ailleurs. Ça, il n'y a pas besoin d'une mini-pelle pour faire ça, juste d'une petite pioche et vraiment, en fait, faire en sorte que l'eau se redirige en dehors du bâti. Euh, Après, il faut savoir que le bâti, donc le bâti en pierre, lui, donc à l'ancienne, est posé directement dans le sol, ce qui veut dire qu'effectivement, on a potentiellement des remontées capillaires qui ne sont pas graves, étant donné qu'elles sont gérées par ce qu'on appelle la perspirance du mur, c'est-à-dire que le mur laisse ressortir l'humidité. Donc, si on utilise des matériaux qui enferment l'humidité dans le mur, on va avoir un mur qui va baigner dans l'humidité et suivant la densité des pierres, puisqu'elles sont toutes différentes, un mur qui va potentiellement se dégrader au fur et à mesure et une paroi froide. Donc il y a des matériaux qui vont ensemble, d'autres non, et il y a aussi des matériaux qui gèrent l'humidité. Voilà, donc ça va être la terre, donc l'argile, mais ça va aussi être la chaux, qui est un matériau assez génial pour faire respirer le bâti. Voilà, donc on va parler de correction thermique, de chaud-chanvre, rien qu'un enduit. Donc aujourd'hui, on met beaucoup de joints sur le bâti. À l'ancienne, on mettait des enduits et c'était pas que esthétique. Ça permettait non seulement de protéger la maçonnerie, mais aussi de rediffuser. En fait, la chaux, elle va absorber l'humidité et la rediffuser dehors. Voilà, à l'extérieur du mur. Voilà, donc C'est ça. Et tu parles des joints, justement, je rebondis sur une question qui a été posée dans les commentaires, peut-être pour Johan, du coup. hmm. Comment est-ce qu'on différencie, donc tu dis, Lucie, que les joints à la chaux, ça permet, ou les enduits permettent au mur de respirer, d'être perspirant, d'évacuer l'humidité. Certaines fois, ces joints sont en ciment. Johan, les joints ciment et les joints chaussables, comment comment tu les différencies? C'est une question qui a été posée dans le chat. Ah, Ouais, souvent, déjà, rien que l'ongle, à la rigueur, remarque la chaux. Et sur le ciment, ça va rien marquer. Souvent, avec mon ongle, voilà, c'est avec mon doigt. Ouais, c'est ça. Quand c'est l'enduit ou le joint qui gagne et pas l'ongle, c'est que souvent c'est. Voilà, c'est que, voilà. Oh, Non, non, après, je et rebondis sur, regarder. Hmm. pardon, vas-y. je rebondis sur ce que tu disais, Lucie, sur l'eau. Euh, Effectivement, c'est quelque chose qu'on qu'on oublie, mais en fait, un mur, une maçonnerie, elle est pleine d'eau. Quelle qu'elle soit, enfin, quelle que soit la matière, il y a de l'eau qui transite par ce mur, effectivement, par des remontées capillaires, qui s'évapore, mais c'est normal. Enfin, c'est quelque chose de normal et qu'il faut, au contraire, pas contrarier avec des matériaux qui peuvent couper cette perspirance. Évidemment, on parle du ciment, mais on peut parler de tout ce qui est polystyrène, tout ce qui est, Hmm. voilà, quand vous voyez de l'isolation par l'extérieur en polystyrène sur des bâtiments anciens, enfin, c'est une catastrophe, c'est vraiment une catastrophe. Sur du bâtiment en pan de bois, je ne sais pas si vous imaginez, ça pourrit le bois. Donc ça, c'est vraiment une catastrophe. Moi, je fais juste un petit clin d'œil, je suis pas là pour faire de la pub, mais il y a des matériaux qui sont assez super. Déjà, il y a des enduits à la chaux qu'on peut
travailler avec de la chamotte qui régule bien l'eau, c'est-à-dire de la brique pilée, à la place du sable. Et il y a un panneau manufacturé. Les panneaux de roseau, c'est assez génial aussi parce que donc c'est des panneaux qui font 2 ou 5 centimètres d'épaisseur. Et quand on a vraiment des murs enterrés, par exemple, souvent des murs enterrés sont quand même, il y a beaucoup d'eau à l'intérieur. Et ce panneau de roseau qu'on fixe mécaniquement permet au mur de rester mouillé et d'avoir un intérieur sec. Ok. Des panneaux de roseau en pied de mur, du coup, tu dis? Ouais, souvent, ouais, je l'ai mis en pied de mur ou quand j'ai des murs qui sont vraiment enterrés, bah, ça peut aller sur Ouais. toute la surface du mur. Le roseau, c'est pas très facile à couper, donc je fais souvent des mélanges de panneaux de roseau et chaud de chambre Ok. pour les finitions, quoi. Voilà, je m'amuse pas à couper des 5 centimètres de roseau, sinon je deviens fou, quoi. Enfin, voilà. Mais enfin, voilà, je donne cet exemple et ça marche, franchement, ça marche bien, parce que ça laisse vraiment respirer. Ça a une petite correction thermique aussi. Ok, ok. Et du coup, Voilà. ouais, ça joue ça remplace ce que aujourd'hui on préconise très rapidement, souvent le Delta MS, donc les membranes en pied de mur, c'est ça, c'est un peu ce rôle-là que ça va jouer, de permettre que le mur reste aéré sans et d'évacuer l'humidité tout en restant Alors, aéré. non, non, moi je mets ça à l'intérieur, hein. Je mets ça à Ah, c'est à l'intérieur. l'intérieur, ok. À l'intérieur, ouais. Ce qui permet d'avoir un mur sec, pouvoir enduire. Tu mets un panneau de roseau, tu mets un enduit. Voilà. Ouais. Ah, ok, c'est pour enduire dessus, excuse-moi, c'est moi qui n'avais Hum, pas. hum. J'avais pas pu percuter. Ok, très bien. Je profite pour. On va arriver un petit peu aux questions du chat et puis les autres questions qui ont été posées en amont. On nous dit que c'est vrai qu'on n'a pas précisé quand est-ce qu'étaient les dates de formation. Donc, les dates de formation pour la formation de Lucie, c'est du 10 au 12 juin, donc c'est la semaine prochaine. Donc, si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas du tout à le faire. Il y a un lien qui a été, bah voilà, que Théo vient de renvoyer dans le chat pour que vous puissiez y aller. Il y a, voilà, appuyez dessus. Il y a un petit questionnaire qui vous posera les questions, enfin, qui vous mettra en contact avec nous, pardon. Et puis voilà, donc c'est à Saint-Basile de la Roche en Corrèze. Du 10 au 12 juin. Et puis, pour ce qui est de Johan, c'est du 20 au 22 juin à Osée, en Normandie, c'est ça, Johan? Oui, limite Oise et Eure. Ok, voilà, voilà. Et là aussi, ben, regardez le lien si vous voulez des informations complémentaires sur le sujet. Très bien. Alors, on a parlé un petit peu du ciment. C'est un cas qui revient très souvent parce on va acquérir un bien qui a été rénové par les anciens propriétaires qui ont des fois fait un peu n'importe quoi sur un enduit ciment qui recouvre les deux faces d'un mur, Lucie. Toi, qu'est-ce que tu préconises de faire sauter d'abord, puisque l'idée c'est quand même de l'enlever, plutôt l'intérieur, plutôt l'extérieur, de quelle manière? Eh ben, justement, je voulais rebondir sur ce qu'on disait au niveau des pieds de mur. C'est pas une question d'extérieur ou d'intérieur. Moi, j'aurais tendance à enlever le premier mètre qu'il y a au niveau du mur pour que les remontées capillaires, en fait, puissent s'évacuer quelque part. Voilà. Euh, Après, extérieur, intérieur, dans tous les cas, plus le mur il respire, mieux c'est. Alors effectivement, sur le principe, on va faire en sorte que l'humidité du mur s'évacue plus facilement vers l'extérieur. Mais c'est comme si, enfin, c'est comme si vous mettiez un kawaii juste sur une moitié de partie de votre corps. Enfin, je fais bon, voilà, enfin, vous avez quelque chose qui respire pas sur une partie, donc enfin, je sais pas si la comparaison est compréhensible, mais dans tous les cas, l'idéal, effectivement, c'est que le mur respire complètement. Voilà. Et Après, bon, c'est sûr que ça va pas, faut pas non plus mettre la pression trop haut. Ça va pas faire en sorte que le bâti va pas s'écrouler si on le fait pas dans l'année qui suit. Quoi. Faut se laisser le temps aussi de restaurer sa propre maison. Euh, mais plus le mur il respire, plus on a des matériaux, parce qu'on on va parler aussi de parois froides, de matériaux qui sont froids, plus on a des matériaux qui respirent, qui gèrent l'humidité, des matériaux qui sont plus chaleureux, plus on va avoir effectivement un confort thermique chez soi. Voilà. ouais, c'est vrai, c'est important aussi au niveau du ressenti. Et donc, il y a des cas de figure où on est quand est-ce qu'on peut se dire, ah ben voilà, ben l'enduit finalement, l'enduit ciment, tu disais tout à l'heure, Johan, que le ciment était un matériau assez extraordinaire, et parce il a beaucoup de caractéristiques qui sont quand même, faut le dire,
surprenantes. Toi, quand est-ce que tu dis, ben là, finalement, le ciment, ça dérange pas plus que ça? J'ai un peu de mal à dire ça. Voilà. Après, je dirais, si je devais choisir, je ferais forcément dans l'ordre, je ferais le premier mètre sur l'extérieur, c'est dans un ordre logique. Après, je ferais tout l'extérieur et je ferais l'intérieur. Bon, le mur respire plus enfin, l'évaporation de l'eau se fait plus par l'extérieur que par l'intérieur, de manière générale. Après, il se fait aussi par l'intérieur quand l'extérieur ne peut plus, quoi, suivant les saisons. Euh, Quand on a un mois de novembre, par exemple, archi pluvieux, ça finit par s'évaporer beaucoup plus sur l'intérieur parce que l'extérieur voilà, est saturé d'eau. Ouais. Et puis, ouais, parce que l'air est aussi humide certaines fois. Mais Et, dans ce cas, tu et faut une ventilation à l'intérieur. ouais, oui, mais et après, tout dépend aussi de la typologie du bâtiment, où il y a des matériaux qui vont, tu parlais du pisé par exemple, ou un pan de bois qui est saturé, bah, le ciment va altérer forcément, le bois va pourrir et la maison, elle tient sur le bois. Sur un mur en pisé, c'est pareil, le pisé porteur, s'il est saturé d'eau, il n'est plus porteur. Enfin, donc, ça peut, voilà, parce qu'il y a trop d'eau. Donc, dans tous les cas, et avant d'attaquer les travaux, c'est ça le problème. Et souvent, l'erreur des gens, c'est qu'on veut, voilà, améliorer vite fait la maison à l'intérieur, et on commence par l'intérieur, alors que la logique, c'est de virer le ciment à l'extérieur et déjà de voir, une fois qu'il est enlevé, la lecture. Qu'est-ce qu'on a à faire sur le bâtiment? Quand on voit un enduit ciment, il peut être très beau, hein, l'enduit ciment, il est parfait, il n'est pas fissuré, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mm. Ok, ok, ok. Et quelles sont les erreurs que vous voyez souvent chez les personnes qui vont faire une rénovation chez eux et qui, suite à un conseil ou un autre, ne suivent pas, on va dire, les bons protocoles? Est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment récurrentes ou bien même des idées reçues que beaucoup de personnes ont sur ce qu'est la maçonnerie traditionnelle et finalement qui est une idée, une fausse bonne idée? Bah, ça va être entre autres lié au ciment, c'est-à-dire que, en fait, c'est la peur que le bâti ne tienne pas si on ne met pas un matériau complètement rigide, alors que, juste, bah, comme le disait Johan, bah, c'est un bâti qui vit, qui bouge, et plus on met des matériaux qui sont flexibles et qui vont avec, mieux ça va tenir, plus on respecte les règles professionnelles de la maçonnerie pierre. Euh, En fait, on pourrait presque, enfin, s'il n'y avait pas de courant d'air, on pourrait le bâtir en pierre sèche sans mortier. Et en fait, la tendance, c'est de rajouter des choses qui sont plus rigides que le bâti ancien, alors qu'on cherche de la flexibilité et de la perspirance, que le mur respire. Voilà, donc ça, c'est les premiers réflexes en fait qu'on a eu bah, avec l'arrivée du ciment, qui est pas si vieille que ça au final. Euh, les plus gros désordres que je vois assez souvent, moi, sur les chantiers, c'est quand on refait les joints, justement, et qu'on enlève les joints ciment et qu'on voit, en fait, la pierre qui s'est dégradée derrière. Donc, ça arrive régulièrement qu'on puisse carrément passer le point euh, entre les pierres. Et ça, c'est dû à l'humidité qui est restée à l'intérieur. Et le ciment n'est pas si vieux que ça, ce qui veut dire que ce désordre, il date pas d'il y a si longtemps que ça. Voilà. Donc, c'est vraiment remédier à ça et remettre quelque chose qui fait que ben, la pierre reste saine, elle respire, elle se désagrège pas au fur et à mesure, quoi. Ok. Alors Et moi, je voudrais juste, je rebondis déjà sur le mortier de hourdage. Euh, Normalement, en maçonnerie, le mortier, c'est un fusible, donc il doit toujours être beaucoup plus tendre que l'élément qui est maçonné. Si Oui. ça bouge, c'est le mortier qui fait fusible et qui se déforme. C'est pas l'élément maçonné, c'est pas la brique qui casse ou la pierre. Donc, Mm. déjà, c'est quand même quelque chose de base. Et tu l'as abordé tout à l'heure, Lucie, il y a un petit moment. Tu as parlé des enduits extérieurs qui protégeaient les pierres. Et ça, c'est un grave problème, je trouve. C'est qu'on a un mur qui a été maçonné. Alors, on parle quand même de bâti ancien, je crois que c'est 1948, hein, c'est avant 48, donc c'est quand même un bâtiment qui a au moins 70 ans aujourd'hui, voire 100, 150, etc. Et en fait, ces pierres, alors je parle pas là de pierres de taille.
J'exclus la pierre des tailles. Je parle de moellons qui étaient ramassés Mm. dans les champs pour maçonner sa maison. Ces pierres, souvent, étaient enduites entièrement. On appelle ça de la pierre vue. Quelques-unes apparaissaient, mais elles étaient entièrement enduites parce que c'est pas des pierres qui étaient faites pour être exposées aux intempéries. D'autre part, l'enduit permettait un écoulement d'eau sur l'ensemble de la façade. On a une façade qui était plus ou moins lisse, dressée. Et ces enduits s'usent au fil du temps, ce qui est normal, hein, mais au fil du temps, au fil des siècles, hein. Et il y a un effet de mode de laisser ces pierres apparentes parce que ça fait joli, ça fait ancien. Et on va refaire en faisant des joints, en plus on s'emmerde avec un fer à joint ou tout ça, ou une langue de chat, à faire des joints creusés, mais c'est pas du tout adapté, c'est pas du tout adapté au bâtiment. Et ça fait du néo-rustique et ça va à l'encontre. Voilà, donc je voulais juste attirer parce que c'est vraiment quelque chose qui est regrettable, mais on voit ça partout, hein. Mm. On voit ça partout. Normalement, on a des harpes sur un bâtiment. Enfin, je rentre dans le détail, mais vite fait, des harpes en briques ou en pierre de taille, et avec un remplissage, et l'ensemble est dressé avec un enduit. Voilà, normalement, c'est. Ok, ok. Et, Et la question, et je fais juste une petite parenthèse, effectivement, tout le monde veut mettre du ciment, etc., parce que c'est plus solide, c'est durable, etc. Le béton, c'est costaud. Il faut savoir aller taper durée de vie d'un béton. Oui. Interrogez-vous sur la durée de vie d'un béton. C'est 50 ans aujourd'hui. C'est ridicule par rapport du bâti ancien. Voilà. oui. C'est- Et plus on va mettre quelque chose de flexible, plus longtemps ça va tenir. Hum, Jusqu'à à l'ancienne, en fait, ils faisaient ça carrément à la chaux vive. C'est de là que viennent d'ailleurs les petits graviers qu'on voit dans les. Enfin, c'est passionnant en fait de lire sur un mortier qu'est-ce qu'ils ont mis dedans. Voilà, donc il y avait pas, enfin, on cherchait pas comme aujourd'hui à avoir de la chaux le plus structurelle possible pour mettre à l'extérieur, mais au contraire d'avoir la chaux la plus aérienne et la plus flexible pour pouvoir habiller son bâti. Voilà, et la chaux vive s'y prête très 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 bien. La Et chaux puis même, aérienne. exactement, et même la terre, comme disait Johan tout à l'heure, il y a beaucoup de maisons qui sont ourdies à la terre et la chaux, parce que la chaux coûtait aussi cher dans les campagnes. Euh, Oui, oui, oui. un point qui a son importance, je me tourne un peu vers Johan de nouveau pour tout ce qui va être le geste. Donc, dans la formation que tu proposes, il y a une séquence qui est proposée sur les gestes et par exemple, le projeter le gopti, projeter truelle, ce genre de choses. Qu'est-ce que tu observes souvent chez les personnes que tu viens va former ou bien en chantier participatif? euh, Chez les novices, quel est le problème? Pourquoi est-ce que toi, tu as voulu inclure ça dans le cursus ou pourquoi est-ce que tu penses que c'est important plutôt? Ça m'est arrivé, bon, il y a longtemps, mais ça va mieux maintenant quand même, depuis quelques années, mais Des non, anecdotes, mais des anecdotes. quand tu fais un premier jeté avec une truelle, voilà, quelqu'un qui connaît pas, bah, tout tombe par terre. En fait, il fait pas un gopti, il fait une chape, quoi. Enfin, voilà. Et, c'est pas grave, c'est juste qu'il sait pas. Et en fait, bah, une truelle, on se dit, c'est con, une truelle, bah oui, c'est pas compliqué, ça vous le faire avec un manche. Mais non, en fait, voilà. Où tu mets ta charge, de quel côté, est-ce que tu préfères. C'est comme le tennis, souvent je dis, tu préfères un coup droit, un revers, c'est pas la même chose. Et voilà, donc avoir les gestes de base, des explications toutes bêtes, hein, mais voilà, sur la façon de manier l'outil, et ben voilà, quand tu as ça dès le départ, bah, c'est déjà plus facile, quoi. Ça change beaucoup de choses. Est-ce que dans l'audience, donc vous, dans les commentaires, dites-moi s'il vous plaît, est-ce que vous avez déjà projeté de l'enduit ou du Gopti à la truelle? Mettez juste oui ou non pour savoir et peut-être même un petit émoticône qui pourrait exprimer le ressenti qu'on peut avoir quand on commence à faire ce geste. Qui, je dois le dire, moi, c'est une des choses qui m'a aussi amené à m'intéresser beaucoup à la maçonnerie. J'ai un petit côté jongleur autiste et puis de voir ce geste-là et d'arriver à le réaliser à la perfection, c'était un de mes premiers challenges quand j'ai commencé à me former. Toi, Lucie, c'est quoi l'expérience que tu as pu voir avec les personnes que tu formes au niveau justement du projeté ou de l'utilisation des outils? Du- Eh ben, plusieurs choses en fait, c'est apprendre
bah, avoir suffisamment confiance pour être détendu dans son geste. Et en fait, le corps, il est magique quand on projette, quand on regarde l'endroit où on veut projeter. Normalement, la main, elle envoie là où on regarde. Donc, c'est-à-dire que si on regarde son copain, généralement, on, on lance à côté, quoi. Voilà. Mais effectivement, c'est en faisant, dans tous les cas, qu'on apprend à s'approprier la matière. Mhm. Voilà. Tout à fait. Et en Et essayant c'est les vrai. différents outils, est-ce que je préfère un petit outil? Est-ce que je préfère un gros outil? Est-ce que je préfère projeter? Est-ce que je préfère étaler? Ce qui compte, c'est le résultat. Donc, il y a plein de trucs et astuces, effectivement, pour mettre les matériaux en œuvre. Mais celui qui vous plaît le plus, c'est vous qui allez le choisir. Voilà. Tout à fait. Et je pense que tous ceux qui ont dit oui dans les commentaires, qui ont déjà réalisé des projections d'enduit, seront d'accord pour dire que c'est vraiment, en fait, c'est beaucoup plus important qu'on l'imagine et que d'avoir des conseils d'une personne qui sait vraiment le faire, ça peut tout changer. Un bon conseil peut vraiment tout changer dans sa façon d'approcher ce Mm. là. Tu voulais dire quelque chose, Johan? Oui, bah, c'est aussi la matière, c'est le fait d'écouter ses sens, parce qu'en fait, on travaille avec ses sens, avec la vue, avec l'ouïe, le bruit de la matière peut changer. Enfin voilà, à arriver vraiment à sentir et à écouter tous ses sens, quoi. Et c'est ça qui va permettre de dire, tiens, il manque de l'eau ou mon support. Enfin voilà, il faut vraiment ressentir la matière et que ce soit voilà, de la chaux, de la pierre ou la terre, quoi. Ok, exactement. Il y a Je vois beaucoup. que Hein. pardon, je vois que Lucie, tu hoches la tête, donc Oui, est-ce que j'irais même pousser plus loin? Ce qui me passionne, moi, euh, donc il y a la matière, mais il y a aussi les matériaux qu'on utilise pour bâtir. C'est-à-dire que ce qui est passionnant ici, c'est qu'on a plein de pierres différentes. Chaque pierre est différente, chaque pierre résonne différemment. Est-ce que en la taillant, on va écouter? Est-ce qu'elle a une fissure? Qu'est-ce qu'elle a? Enfin, elle va nous raconter plein de choses. Et en fait, c'est en la touchant, en l'observant qu'on apprend à l'apprivoiser aussi, quoi. Voilà. Donc chaque bâti est différent. Qui c'est qui l'a bâti? Est-ce que c'était un agriculteur? Est-ce que c'était un architecte? Est-ce que c'était une maison pour un notaire? Est-ce que c'était juste une grange pour mettre le foin? Voilà, tout ça. Du coup, est-ce que c'est juste une pierre qui vient des champs? Est-ce que c'est une pierre de taille? Euh, apprendre à toucher, à sentir avec ses mains, mais aussi apprendre à écouter quand notre cou résonne. Qu'est-ce qu'elle a à nous raconter, cette pierre? Mm, mm. Voilà. Tout à fait. Et à quoi ça ressemble un stagiaire ou voilà, ainsi un stagiaire qui réussit à sentir ça dans vos expériences en formation? Est-ce que vous voulez en parler un petit peu? peut-être Vas-y, non mais je pense des cris de joie. Moi, je vois sur des GoPros, des cris de joie. Vraiment quelqu'un qui a galéré, qui s'est accroché, et tout d'un coup qui est parti avec des hurlements. Ouah, ça tient. Enfin voilà. Et ça, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Je suis sûr que certains d'entre vous pensent qu'il exagère, hein, vraiment, mais Ah non, c'est vrai, c'est vrai. oh non. Non, c'est très drôle à voir, de voir la personne qui fait ça, genre, ouah, super! Ouais, c'est ça, Et à exactement. chaque coup, c'est absolument génial. Voilà. Puis on Est-ce que l'entend dans les coups aussi, les coups qui sont de plus en plus sûrs, en fait, de plus en plus directs, de plus en plus, qui résonnent de mieux en mieux. Ça fait plaisir à entendre. Et alors moi, ce que je vais faire, je vais regarder un petit peu dans le chat les premières questions qu'il y a pu y avoir. Et pendant ce temps, est-ce que si vous en avez une en tête, une histoire justement une histoire de stagiaire, quelque chose ou une anecdote que vous pouvez tirer de votre expérience, que vous aimeriez partager, ou des fois je le tourne de cette façon-là. Ouais, mais je sais pas si vous étiez, si vous aviez 85 ans et que vous deviez raconter un chantier ou une formation que vous avez pu donner à votre arrière petit-fils, j'exagère, mais qu'est-ce que ce serait?
qu'est-ce qui vous plaît dans ce que vous faites et du coup, quelle est l'anecdote qui reflète le mieux ce qui vous plaît dans ce que vous faites? Je te La laisse question commencer, Johan. est tordue, je ne vous ai pas préparé, je suis Mais, désolé. pardon, Euh, si tu veux bien. vas-y, ouais, mais je vais parler d'une formation que j'ai fait avec. J'ai formé des profs en maçonnerie, hein, donc qui étaient profs, hein, qui exerçaient. Je les ai formés à la terre crue et j'ai fait monter un brique de terre, un mur en brique de terre crue, enfin du torchis, et d'autres matériaux de terre, mais et notamment, ils m'ont monté un mur qui n'était pas d'aplomb. Donc, en fait, voilà, je parle d'une mauvaise expérience de formation où c'est des enseignants qui forment des élèves et qui ont réussi à monter un mur pas droit. Voilà. Voilà. Eh ben, écoute. Et toi, Tant pis Lucie, pour eux, s'ils m'écoutent, je pense pas qu'ils écoutent, mais tant pis pour eux, mais voilà. Après, il y a plein d'exemples, de super exemples de formation. Mais je te prends un contre-pied, je te cite un mauvais c'est très exemple. bien. C'est aussi très représentatif de ce qu'on retrouve parfois. Avant de te donner la parole, Lucie, posez vos questions dans les commentaires s'il restait des questions ou des sujets spécifiques que vous aimeriez qu'on touche. Et puis, si tu as une histoire, Lucie, tu peux la raconter. J'ai pas d'histoire vraiment spécifique. Je vais parler en termes général. C'est vrai que j'adore, moi, dans chaque formation, chaque chantier participatif, en fait, chacun amène en fait son expérience à différentes questions qui nous font dériver vers plein de choses différentes. Et j'adore ça, en fait. Alors, j'ai parlé peut-être d'un de mes premiers chantiers participatifs où les personnes, en voyant les pierres, en fait, avaient peur n'avaient pas encore confiance en elles et avaient peur du fait de porter des soit compliqué, que ce soit... Attendez? Alors, moi, ça s'est arrêté au moment où tu as des personnes qui avaient peur de porter. D'accord. Mais c'est peut-être ma connexion aussi, hein, donc je ne veux pas dire de bêtises. Est-ce que ça a coupé Ok. chez vous? Vous pouvez faire un petit signe de la main ou c'est juste chez moi? Non, ça allait tout bien, bah, je suis désolé. Ok. Euh, et en fait, c'est de Euh, voir au fur et à mesure que ces personnes travaillaient en équipe et prenaient confiance en elles, le quatrième et cinquième jour, les énormes pierres qu'elles se roulaient ensemble, j'étais impressionnée. En fait, dans la confiance que les personnes ont au fur et à mesure, de voir le travail d'équipe, de voir les liens qui se créent, de voir différentes visions des choses. Si c'est pas moi qui trouve la pierre, est-ce que c'est le collègue, comment je vais l'aider? Et tous ces liens qui se créent, en fait, sont tout aussi importants dans les formations. Voilà. ok. Et enfin, Alors, chacun s'apporte en fait plein de choses. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. moi, personnellement, il y a une partie qui m'a échappé, donc je ne serai pas juge. Ouais, Et un point aussi que peut-être que tu as évoqué, l'idée de se rendre compte à quel point on peut vraiment construire des choses gigantesque ou en tout cas démesuré avec ces deux petites mains entre guillemets parce que ouais, on a l'impression que c'est ou impossible ou que c'est trop lourd ou que c'est voilà que c'est pas pour nous alors qu'une pierre à la fois on arrive à faire vraiment des grandes choses quoi. ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Euh, ok, alors je vais passer dans les commentaires. Donc il y a Ben qui nous disait pour tout à l'heure les témoins de plâtre qui disait de ne pas oublier de noter la date sur les pastilles, ce qui est une très très bonne, ce qui est une très très bonne remarque. Et de votre Mm. côté, répondez à celui d'entre vous qui a envie de répondre, répond. Clémentine demandait combien de temps est-ce qu'on doit observer le témoin? Et puis voilà, qu'est-ce que vous avez un ordre de temps?
C'est euh, c'est difficile à dire, en fait. C'est savoir si ça continue à bouger. Et en fait, on va voir du coup en combien de temps le mur va bouger devenir dangereux. C'est-à-dire que, par exemple, un mur qui penche de plus de la moitié par rapport à son centre va commencer à devenir dangereux et peut s'écrouler. Je sais pas, voilà, voilà, s'il penche de plus de la moitié, enfin, il peut devenir dangereux. C'est plutôt ça qu'on va voir en fait. C'est au bout de combien de temps en fait on arrivera au moment où ça peut s'écrouler. On sait que ça bouge, mais mais ça nous donne juste le laps de temps qu'on a pour faire les réparations le plus tôt possible, c'est mieux. Et, enfin, faire les réparations et voir aussi la cause de cette fissure, d'où ça vient, Voilà. Donc, si surtout. aussi au bout de quelques mois, la fissure est vraiment marquée, c'est il y a peut-être sujet d'inquiétude, c'est ça? Je te laisse répondre si tu veux, Johan. Oui, oui, non, mais enfin, je te laisse répondre, mais je veux dire, ça dépend de chaque cas est différent. Déjà, la première chose, c'est Mm. la lecture avant le témoin. J'ai rien contre le témoin, mais la première chose, c'est se rendre compte. Après, il y a des choses, si on est obligé de traiter rapidement, on pourra. À un moment, ça sert à rien de laisser un témoin parce qu'on va pas attendre. C'est pas la question d'attendre un mois ou un an. Après, sur un ensemble, on peut faire des témoins quand on n'est pas pressé. C'est simple. Voilà, d'aller faire des témoins sur des fissures qu'on va pas traiter tout de suite. Et là, on se laisse le temps. Euh, mais j'ai pas de réponse. Je peux pas, on peut pas donner une date ou un délai. Ok, ok, Mais c'est un bon moyen de se rassurer sur des fissures qu'on voit à droite, à gauche. Bah, on fait un ensemble de témoins. Effectivement, dater, c'est une très bonne idée. C'est dessus. Et puis voilà. voilà. Eh ben, Ça je nous vais donne vous. une information, en fait, le fait que ça bouge. Et après, c'est à nous de mettre cette information avec toutes les autres. Voilà. Voilà. Top, top. Je vous renvoie à une question impossible ou difficile à répondre. Quelles sont, sur les enduits extérieurs, les isolations les plus adaptées pour des murs en pierre anciens? C'est pour vous qui êtes professionnel, je sais que bah, je vous laisse répondre, mais c'est vrai que ce sont des questions qui reviennent souvent. Je veux bien répondre, c'est très simple. J'ai produit miracle. Eh ben, c'est pas vrai, évidemment. Non, mais ça dépend de plein de choses. Ça dépend de plein de choses. Quel usage, quel habitant, quel type de chauffage, quelle exposition. Et on peut traiter les murs différemment. On peut traiter le sud. Enfin, voilà, c'est impossible à répondre. Qui va mettre en œuvre? Quel est le budget? Qu'est-ce qu'on attend comme confort? Enfin, donc, voilà. Ma Voilà. réponse qui, je pense, est... Voilà, ce sont des questions difficiles parce que ça dépend aussi voilà, de la personne, de la sensibilité au froid, de son niveau de, comment on va dire, d'activité, de son âge des fois. Donc c'est vrai qu'il y a tellement, tellement de critères, voilà, le coût, tout ça. Et là, Est-ce qu'on a accès à de l'argile? Est-ce qu'on peut acheter des matériaux tout faits? Il y a plein de est-ce que. Est-ce que le mur est humide? Est-ce que le mur a une infiltration d'eau? Est-ce que? C'est observer son bâti et, euh, et oui, bien sûr, on va pas mettre sur un. Après, c'est une question de logique. On va pas mettre sur un mur humide un isolant qui va faire éponge. Ça veut dire qu'on va garder. C'est comme si on était dans un mur entouré d'éponges remplies d'humidité. Effectivement, c'est pas ça qui va nous faire le confort thermique. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment observer son bâti et connaître en fait les différents matériaux qu'on peut mettre en place, à quel endroit, est-ce que le bâti est semi-enterré, est-ce qu'il est complètement sec, est-ce qu'on veut isoler l'eau, voilà, c'est plein de questions. je- Alors, et c'est pour ça si que, je peux rajouter, excuse-moi, je te coupe, Vas-y. mais il faut savoir que déjà, il faut garder la perspérance, ça c'est important. Garder la perspérance du mur, ça c'est, on peut répondre ça, il n'y a pas de souci. Après, il faut savoir que le mur a été fait, alors pour une habitation, hein, pour un usage d'habitation, a été fait pour être chauffé. En fait, le mur était chauffé parce qu'il n'y avait pas d'isolation intérieure. C'était comme ça à la base.
Après, il faut savoir que plus on va rajouter un isolant, quel qu'il soit, euh, plus on va isoler le mur de l'intérieur de la maison. Donc, en fait, on va refroidir le mur. Côté intérieur, on va le refroidir et donc on va déplacer ce qu'on appelle le point de rosée. C'est-à-dire là où l'humidité humide devient liquide, eh ben, plus on va isoler, plus on déplace le point de rosée sur l'intérieur. Voilà. Donc, c'est aussi un facteur à prendre en compte suivant le type de mur. Et on va aussi parler d'inertie. Donc de matériaux qui régulent, donc c'est-à-dire les matériaux qui prennent la chaleur du jour pour la restituer la nuit et inversement. Ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir des pics de chaleur, il y a des courbes qui existent. Bon, celle que j'ai, c'est bon, c'est celle des Chambriers du Limousin. Donc bien sûr, du coup, ça parle de chaud-chambre, mais qui montre en fait la régulation de température qu'on a avec des matériaux qui gèrent, enfin, qui ont de l'inertie, quoi. Donc, c'est-à-dire que si on met un matériau qui coupe ça, euh, potentiellement, enfin, on se, mince, euh, On perd bah, on l'inertie du s'enlève un mur. potentiel, en fait. Ouais. Voilà, donc c'est ça aussi à prendre en compte, dans le bâti ancien, en tout cas. Voilà. Voilà, et je rebondis aussi pour Alexandra qui avait posé une question que j'ai plus exactement sous les yeux, mais au sujet de sa cave et de la cave humide. Et, et là, malheureusement, enfin, malheureusement, la réponse est la même, c'est que ça dépend vraiment de beaucoup, beaucoup de facteurs, que ce serait impossible d'apporter une réponse là tout de suite, Alexandra. Donc, enfin, j'en suis navré, mais c'est comme ça et c'est aussi ce qui fait la beauté de ces pratiques, c'est qu'il y a beaucoup de subtilités finalement et qu'on s'est détourné de ces subtilités-là pour aller au plus simple, au plus rapide et au moins cher. Et aujourd'hui, voilà, je pense que tout le monde a compris qu'il y a d'autres façons d'approcher les. Alors, on a des questions sur comment fixer des gaines électriques dans les murs dans les murs qu'on va enduire, par exemple, au chaud-chambre. Donc là, on est moins dans Euh, l'observation du bâtiment. Tiens, effectivement, c'est peut-être pas le. Mais je vous laisse répondre rapidement, comme ça, Mahou aura aussi sa réponse. Des fois, des réponses simples, là, ça va très bien. Euh, je peux répondre. Alors déjà, en ce sens, faut travailler, en fait, faut travailler avec de la gaine. On ne peut pas travailler en câble. On est sur un élément maçonné, donc c'est une gaine obligatoire. Puis ça se fixe avec des chevilles, enfin voilà, avec des colliers, des colsons, des embases. Enfin voilà, je vais pas faire de la pub pour le grand, mais enfin voilà, de la gaine électrique, en tout cas, c'est tout ce que je peux dire. Et je refais juste une parenthèse sur la question d'avant concernant l'isolation. Parce que, voilà. Voilà, je repars, mais c'est pas grave. Non, c'est qu'aujourd'hui, je vais faire attention sur l'isolation. On ne nous parle que de résistance thermique. mm, C'est uniquement ce facteur qui est très important dans la thermique. Il y a effectivement la résistance thermique, c'est un élément important, mais effectivement, Lucie en a parlé, il y a l'inertie thermique qui existe, il y a l'effusivité du matériau, il y a l'effusivité, enfin, il y a plein de choses en thermique. Voilà, je faisais juste cette Oui, et parenthèse. il y a aussi le confort thermique. C'est-à-dire que pour la même température, bon, par exemple, moi, je vais être plus à l'aise dans un bâtiment qui va gérer l'humidité où il va faire 17 degrés que dans un bâtiment où il va faire 21 degrés et où il va y avoir de l'humidité. Donc ça fait partie du confort thermique. Voilà. Et des corrections et des parois froides, donc tu en as parlé un petit peu. C'est pour Oui, ça qu'on va parler de corrections thermiques qui vont pas avoir une résistance thermique élevée, mais par contre qui vont corriger la paroi froide et qui vont améliorer ce qu'on appelle le confort ressenti, qui est c'est différent ça. du confort du thermomètre. et aussi, donc je passe à une prochaine question. Est-ce qu'il est parfois possible de pousser mécaniquement un mur à l'aide d'un outil comme un étai, par exemple, s'il avait trop de fruits? Donc si on voit un mur qui a beaucoup de fruits, est-ce qu'on peut y aller et puis le remettre en place mécaniquement comme ça? Si C'est la vraiment cause au du cas désordre, par cas. là, il précise que si la cause du désordre est supprimée. Si on retire le mur, ça veut dire qu'on déstabilise la manière dont les pierres sont croisées. Donc en fait, ça dépend de comment les pierres sont croisées. C'est-à-dire que si on pousse un mur petit à petit, on va vérifier
au fur et à mesure si ça met pas trop de bazar dans le mur. Voilà. Faut juste savoir que si on fait ça, donc si on déstabilise les pierres, le mortier qui va être collé dessus va potentiellement se décoller. Et en fait, je peux pas répondre comme ça, hein. J'aurais tendance à regarder au fur et à mesure qu'on tire. Est-ce que si ça bouge trop, je regarde pour une autre solution. Voilà. Enfin, il y a plein d'autres solutions en fait, qui permettent au mur de ne pas bouger. Voilà. Et dans ce cas-là en particulier, faites appel à vraiment des professionnels sur place parce que c'est des enjeux structurels et il y a vraiment des risques avérés. Donc voilà, faites attention si vous touchez à à des éléments aussi structurels, quoi. Je continue les questions. Si les joints ont été faits en ciment, est-ce qu'il est important de les faire sauter pour les refaire à la chaux? Oui. Voilà, c'est très bien. Ça, c'est une réponse Non, mais je équivoque. peux répondre, je réponds. Je fais toujours des retours en arrière. Moi, j'ai juste redressé, ça m'est arrivé sur un chantier, voilà, et où c'était vraiment de la pierre de taille. Donc, vraiment des éléments taillés qui étaient sortis. Et le mur avait du fruit sur l'extérieur. Enfin, c'était les rangs de pierre qui sortaient. Là, en mettant un bastin sur l'extérieur avec des tiges filetées, on a redressé rang par rang les pierres de taille. Mais encore une fois, c'est un exemple, le chantier auquel je pense, mais qui est précis, avec une méthodologie de pose qui était précise. Ok, Voilà. Mais ok, le ciment, on a un retour pour toi, Lucie, un petit message qui t'est adressé dans les commentaires d'Alexandra, justement. Je vous le lis parce il est vraiment très, très gentil. Donc, qui dit, perso, c'est ce que j'ai ressenti en formation avec Lucie, de se rendre compte au bout de seulement 2 jours de formation joint à la chaux, qu'on se sent capable et ça donne vraiment confiance. Donc là, tu as Ah bah, petite dédicace. merci Alexandra. Alors, je lis une question là, je ne l'ai pas lu en avance, mais je vais le faire en direct. Alors, nous avons acheté une ferme en pisé. Elle est enduite en ciment, façade est. Ils vont faire un décroutage complet. Notre question porte plus sur le fait que deux façades, est et ouest, nous avons un dallage béton le long des murs. Le mur est bien protégé par un gros débord de toit. Est-ce qu'il faut supprimer le pourtour béton ou à minima le séparer du pisé? Euh, sur quelques centimètres. Donc je résume, il y a un pourtour en béton autour d'un mur en pisé. Un dallage, est-ce qu'il faut faire quelque chose ou bien pas? C'est un trottoir, c'est-à-dire c'est pas un élément structurel qu'on va. Ce que je Euh, vais faire, je vais demander à François, ça va être plus simple. Hein, je non, vais mais, inviter François. non, Comme ça, ce non, sera. mais dans tous les cas, il faut l'enlever. C'est un élément, effectivement, c'est un trottoir. Je pense à un trottoir ou une dallage, mais si c'est à l'extérieur du pisé, de toute Pas façon, du tout. c'est un élément mm. qui a été rapporté. Non, faut l'enlever. Voilà, Mm. faut l'enlever. Ou Ouais, souvent, alors, ce qu'on peut faire, je c'est sais pas si vous m'entendez. oui, 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 ah, François, on vous Ouais. entend. Un Alors point qui désolé peut. parce que j'ai une liaison satellite, donc j'ai une petite seconde de décalage, que je n'ai pas voulu être chez Elon Musk. Alors vous m'excuserez pour ce petit décalage de son. Pas de problème. C'est effectivement un dallage béton qu'ils ont fait sur 1 mètre avec une certaine profondeur qui est contre le mur. Donc nous, l'idée, c'est quand même d'en faire, soit de le laisser, soit de le faire sauter en partie, sachant qu'il est vraiment protégé, enfin, il est protégé par des gros déports de toit. Donc dans l'absolu, j'avais envie de dire, il n'y a pas forcément beaucoup d'eau qui va venir là-dessus, mais on n'est pas trop sûr pour l'instant, en pleine observation. C'est pas une question d'eau qui va venir dessus, c'est une question de laisser le mur respirer. C'est-à-dire, donc, on a les Oui, c'est ça remontées en fait. capillaires qui Oui, remontent dans le mur. Et si, en fait, si on a de l'eau qui est enfermée sous la dalle, ça fait d'autant plus d'eau qui peuvent remonter dans le mur. Voilà, donc plus oui, on oui, enlève on est ce genre de d'accord. choses, mieux c'est. Ouais. Euh, en admettant que ce Mais à soit minima, possible, c'est toujours on peut, pareil. à minima, on peut peut-être trancher pour déjà enfin, parce que ça fait quand même un gros volume de béton, je pense. là, ce qui peut être fait, c'est de couper une vingtaine de centimètres au moins le long de la maison, Oui, c'est 20 ou ça. 30 centimètres, et planter des fleurs, planter des iris, et au moins ça respirera de ce côté-là. Super. Merci à vous. Merci à toi, François. Très bien. Alors, on a quand même
écrémé pas mal de questions. Clémentine qui demande s'il y a un tableau d'aide à la décision qui cible les différents enduits extérieurs en fonction des situations. A priori, non. Alors moi, ce que je comprends, Clémentine, c'est que ben, on va te donner la parole, tiens, s'il te plaît. Est-ce que tu veux nous dire quelle était la question exacte? Eh ben, j'ai eu ma réponse. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un super truc. PC Eric à 19h13. Donc c'est parfait. C'était juste se dire en fonction des situations justement qu'on observe, est-ce que il y a enfin un conseil qui dit bah si tu observes ça, alors vaut mieux faire ça. Et donc là, il y a un truc guidance will réhabilitation bâti ancien qui a l'air pas trop mal. Ok, eh ben, très bien. Merci beaucoup à PC Eric et puis n'hésitez pas à cliquer et télécharger ça. Merci Clémentine. Est-ce qu'il est pertinent d'avoir sur un mur en pierre de 80 cm d'épaisseur une isolation extérieure? Et puis ensuite, il marque enduit respirant chaud chanvre seulement, au point d'interrogation. Mais déjà, sur 80 cm d'épaisseur, est-ce qu'il est pertinent d'avoir un enduit, une isolation à l'extérieur? Alors, euh, ça dépend ce qu'on cherche. Alors, ouais. Puisque le mur de 80 cm va aussi avoir son inertie, donc va aussi réguler la température. Euh, le protéger de l'extérieur, oui. L'isoler complètement, est-ce qu'on perd pas cette inertie enfin, oui, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Est-ce qu'on a la place à l'intérieur? Est-ce qu'on préfère isoler de l'intérieur? C'est difficile en fait. Je ne sais pas s'il existe. Enfin, chaque mur en pierre est différent. Chaque mur en pierre a été maçonné différemment. Et en fait, pour avoir des données de murs qui sont tous différents, de combien ils isolent, c'est très compliqué à voir, quoi. Je ne sais pas s'ils ont évolué, mais j'avais entendu parler des collègues thermiciens qui mettaient des sondes dans les murs pour essayer d'avoir des données vraiment de ce que ça apportait. Et comme chaque mur est différent, chaque pierre est différente, ils ont eu du mal vraiment à quantifier ça, quoi. Voilà. Donc je peux pas répondre vraiment comme ça à la question. Peut-être quand on a le temps, l'idéal c'est vraiment de vivre en fait dans son bâti, de vivre pendant un an, de voir toutes les saisons passer et de décider si oui ou non on a le confort thermique qu'on veut. Est-ce que oui ou non on veut rajouter un matériau qui va gérer l'humidité? Est-ce qu'on veut rajouter un matériau qui va plutôt isoler? Euh, voilà, donc c'est l'idéal dans un bâti qui a déjà son vécu, c'est de passer une année entière pour pouvoir décider de ce genre de choses, quand on peut. Je sais pas si ça Alors, répond à la question. Si, 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 alors moi, c'est... si, moi, j'interviens, excuse-moi, mais enfin, ce que vient de dire Lucie, c'est très très important. Prendre le temps, et je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, Prendre un an pour vivre dans l'état et se rendre compte. Après, sur l'isolation extérieure au niveau du bâti ancien, l'épaisseur du mur, 80 cm, mais ça dépend si c'est de la meulière ou du granit. On va pas avoir le même résultat. Enfin, tout dépend de la composition du mur. Après, bah, tout dépend de la façade. Est-ce que faire une isolation par l'extérieur, ça demande modifier complètement la façade? Donc, les appuis de fenêtre, les volets, enfin, tout un ensemble de choses. Euh, Oui. donc, il faut voir tout ce qui va avec, les bords de toiture, mais tout ce qui est ouverture. C'est très compliqué quand même. C'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça aussi que dans le procédé, ou en tout cas dans la méthode qu'on veut mettre en place avec ces pôles de formation, on va vraiment vous poser plein de questions en amont pour savoir exactement qu'est-ce que vous recherchez, quelle est votre situation. Vous pourrez envoyer des photos, vous pouvez envoyer toutes sortes de documents, des plans, pour vraiment qu'on comprenne, parce que et il y a aussi l'exposition, comme disait Julie, qui va dépendre voilà, qui va jouer son rôle dans les décisions qu'on va avoir à prendre pour pour les différents travaux.
Et ça, c'est vraiment, à notre sens, quelque chose, une approche qui a pas été assez creusée dans les différentes approches de formation, de se dire qu'au final, on n'est pas là juste pour vous dire, bah, c'est ça qu'il faut faire et c'est comme ça qu'il faut faire, et puis il faut le faire cette date-là, mais plutôt de se dire, ben, on va pas vous inviter à faire des choses dont vous n'avez pas besoin de faire ou qui ne vous concernent pas. Et encore une fois, de mettre votre projet au cœur de la démarche, c'est vraiment important pour nous. Voilà. On arrive tout doucement au bout de cette présentation. Il y en a déjà certains d'entre vous qui nous ont quittés. Je vais vous coller ici, pour ceux qui le souhaitent, tous les liens vers les différentes formations. Je rappelle, et après je donnerai la parole à Lucie et Johan pour pour un dernier mot. Donc que la formation de Johan sera du 20 au 22 juin à Auxerre. Et puis que la formation de Lucie est du 10 au 12 juin. Et ça, c'est la semaine prochaine. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas du tout à nous faire un petit contact. Cliquez sur le lien et puis remplissez le questionnaire. Ça va très, très vite. C'est vraiment deux questions pour commencer. Mais voilà, comme ça, si vous avez des interrogations, on pourra y répondre avant l'inscription qui, comme dit, arrive bientôt. C'est à Saint-Basile de la Roche, en Corrèze. Ceux qui êtes encore là, on vous remercie pour votre disponibilité et puis votre présence. Ça nous fait super plaisir puisque forcément, comme l'avait dit Théo tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'inscriptions et ça, c'est un grand signe de motivation et d'intérêt aussi pour les formations qu'on porte. Et puis, ben, je vais vous laisser le mot de la fin, Lucie et Johan. Est-ce qu'il y a des points importants qui ont peut-être pas été évoqués, qui vous paraissent maintenant importants de peut-être dire avant de terminer, ou un bon conseil qu'on peut laisser pour terminer à tous ceux qui nous regardent, que ce soit en replay ou qui sont encore là avec nous. Et bien peut-être dire que ce qui est passionnant justement dans le bâti ancien, c'est que chaque bâti est différent. Donc on ne peut pas effectivement faire des généralités sur le bâti ancien, mais nous, ce qu'on va vous apprendre en formation, en fait, parce que ce que je vais vous apprendre en formation, c'est à vraiment analyser le bâti et vraiment avoir la logique de bon, comment fonctionne mon bâti, euh, euh, comment il a été maçonné, pourquoi j'ai tel désordre, comment je peux y remédier, quel matériau va dessus. C'est faire votre propre analyse et connaître en fait votre bâti, mais connaître aussi comment l'analyser et le rénover. Voilà. Merci, Lucie. Et Johan, je ne sais pas si ça... Non, ça n'a pas frisé. Ouais, non, pas. Pour vous dire, si je peux parler du CREBA. C'est un centre de recherche sur le bâti ancien, donc c'est REBA. Il y a des outils dessus qui peuvent aider à comprendre le bâti ancien. Je vous renvoyer sur le CODEM, qui a fait un guide de la rénovation des parois pour bien comprendre justement comment fonctionne une paroi. Donc, n'hésitez pas à aller voir le CODEM, CODEM. Voilà, je pourrais citer plein de choses, mais au moins ces deux-là. Ok. Eh ben merci pour ça. Sachez aussi que ces formations-là ne sont pas les seules formations qui seront proposées par Lucie et Johan. Donc, n'hésitez pas à venir de temps en temps sur la page qui présente ces différentes formations, justement pour vous tenir à jour de ce qui se fait, si vous êtes intéressé par tout ça. Et donc, Johan propose aussi des formations sur la terre crue. Il va aussi participer à la journée du patrimoine en fin juin, c'est ça, Johan? Ouais. Voilà, avec des projections de films et plein de choses très très intéressantes. Donc penchez-vous voilà, sur l'actualité de Johan et Lucie qui font énormément de choses pour le bâti ancien et pour sa préservation. Tu voulais dire quelque chose, Johan, encore? C'est bon. Non, non. Et, si je peux Pardon, je me parler, suis coupé. ouais, si, d'un chantier participatif aussi, voilà. Il y a aussi un Oui. chantier participatif qui est ouvert ici, quoi. Ok, ok. T'es bon pour l'apéro? C'est On bon, peut y aller? l'apéro est prêt. Je suis vraiment désolé. On a une urgence absolument urgente. Non, merci beaucoup pour votre présence, d'avoir été là. Je le dis et je le redis. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous avez des questions, vous nous les envoyez. C'est avec plaisir qu'on y répond. Si vous n'avez pas de questions, c'est qu'on a bien fait notre boulot. On est très heureux comme ça. Merci Johan, merci Lucie et merci à vous tous qui êtes restés jusqu'à maintenant. Merci à vous. Merci à vous.